Alors le sexisme, on peut en donner plusieurs définitions. Si on prend celle dans la loi, elle est quand même assez stricte. C'est le fait de discriminer quelqu'un en fonction de son sexe. Du coup, on peut penser au sexisme en une définition plus large comme un ensemble de croyances qui considèrent que les femmes sont inférieures aux hommes. Nous, à Filaction, on parle du sexisme plutôt comme un système sexiste pour prendre conscience qu'en fait, le sexisme est alimenté en permanence par les stéréotypes de genre. C'est comme si c'était un petit peu une mécanique à plusieurs étapes qui s'ancrent dans les stéréotypes de genre et qui vont créer des préjugés, des discriminations et des violences. Et ces violences mêmes, elles vont continuer à entretenir le système sexiste. Le stéréotype, par exemple, qui revient chez les jeunes, que les filles qui s'habillent d'une certaine façon peuvent être jugées comme provocantes. Cette idée-là, si elle est pensée comme une vérité par certaines personnes, elle peut aboutir à du harcèlement sexiste et sexuel. Et ces violences-là qui contribuent à faire que les femmes ne se sentent pas à l'aise dans l'espace public, se sentent en danger, ça continue à alimenter le système sexiste. Comment se manifeste le sexisme dans l'espace public? En gros, la question à se poser, c'est si on regarde l'espace public, comment est-ce qu'il est utilisé par les femmes et par les hommes? Qui est présent dans l'espace public et comment? Et là, par exemple, on peut regarder que les femmes, souvent, elles vont d'un point A à un point B, alors que ceux qui occupent l'espace public en restant à un endroit donné, c'est plutôt les hommes. On peut regarder aussi les infrastructures sportives, par qui est-ce qu'elles sont utilisées majoritairement, que ce soit des infrastructures sportives type, par exemple, les appareils de musculation sur les quais ou les bols pour les skateurs, skateuses. Moi, de manière plus large, je trouve qu'on peut aussi continuer à se poser la question de manière globale de qui occupe l'espace physique et sonore. Parce que même si là, on discute de l'espace public, en fait, c'est la question de comment on occupe l'espace et comment on est éduqué à occuper cet espace-là. Là, on retombe du coup sur de la socialisation différenciée entre les filles et les garçons, où les filles, c'est valorisé pour une fille, en quelque sorte, de ne pas trop prendre de place, de rester correcte et polie, que ce soit dans sa façon de s'exprimer. Donc, dès qu'elle s'exprime, qu'elle parle trop fort, qu'elle je sais pas, qu'elle est en colère. Donc là, on retombe sur la question des émotions. Direct, on peut les assimiler à quelque chose de vulgaire, ou peut y avoir la sanction sociale de dire non, mais une petite fille, ça se bagarre pas, une petite fille, c'est pas censé dire des insultes, ah, c'est moche dans la bouche d'une fille. Quand vous regardez les notions de manspreading, par exemple, qui est une notion dont on parle beaucoup en ce moment, le fait pour les hommes, par exemple, dans les transports en commun publics, d'écarter les jambes et de prendre toute la place. Donc voilà, c'est comment en fait notre éducation genrée, elle va jusqu'à modeler nos corps en fonction de ça, en imposant aux femmes de prendre le moins de place possible et en permettant aux hommes de prendre un peu trop de place, qui empiète du coup sur le bien-être des autres. Et c'est pareil sur l'utilisation de la parole, même dans la façon dont, voilà, quand une femme s'exprime, est-ce qu'elle est écoutée ou est-ce qu'on lui coupe systématiquement la parole? Comment est-ce qu'on apprend à parler et à faire porter notre voix aussi? Tout est lié en fait. Alors, Filaction est spécialisée dans la prévention des violences sexistes et conjugales et on intervient notamment auprès des jeunes dans les classes de collège, lycée et université pour parler de la question justement des violences sexistes et conjugales et poser la question de d'où elles viennent et c'est quoi leurs racines. Et ensuite, on mène aussi des actions, on va dire, culturelles à destination du grand public, des actions de sensibilisation et notamment c'est dans ce cadre-là qu'on fait les balades urbaines Où sont les femmes, parce qu'un des effets du système sexiste dans lequel on vit, c'est que la norme dans laquelle on vit, elle est sexiste. La norme dans le sens où ce qui nous semble normal, ce à quoi on est habitué, c'est souvent des normes qui sont sexistes où les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. Et donc, on ne voit pas que les femmes sont invisibles ou que les femmes sont absentes. L'idée, c'était de poser cette question-là, de dire mais où sont les femmes?
pour faire remarquer aux gens qu'il y avait un problème, de dire pourquoi il y a moins de femmes. Et du coup, la réponse qu'on peut entendre des fois, c'est parce qu'il y a moins de femmes qui ont fait des choses ou qui ont accompli des choses. C'est bien évidemment pas ça la réponse. La réponse, c'est de réfléchir à qui écrit l'histoire, par qui elle est écrite, quelle personne dans notre histoire on a choisi de garder, de valoriser, de raconter l'histoire, et ça, c'est pas neutre non plus. Et nous, c'était aussi une porte d'entrée de dire c'est quoi le lien entre l'invisibilité des femmes dans l'espace public et les violences conjugales, parce qu'à la base, notre spécialité à Filaction, c'est les violences conjugales. On peut parler d'iceberg des violences sexistes. Il y a des images parlantes sur Internet pour les personnes que ça intéresse d'aller voir, en se disant que la face émergée de l'iceberg, c'est tout ce qui est violence sexiste, comme les agressions physiques, les meurtres, le harcèlement sexuel dans l'espace public qui est fait de manière violente. Mais les 3/4 de l'iceberg qui sont sous l'eau, ça, c'est toutes les manifestations du sexisme qui sont moins visibles. Par exemple, le fait que quand on se balade dans les rues de Lyon, il y ait beaucoup plus de traces liées au patrimoine, c'est-à-dire à l'héritage des hommes, qu'au matrimoine. C'est les traces dont on parle dans nos balades urbaines, c'est-à-dire tout dans l'espace public, les noms de rues, est-ce que c'est des noms de rues d'hommes ou de femmes, les statues qu'on voit, est-ce qu'elles représentent des hommes et des femmes, et après on peut creuser aussi comment est-ce qu'on les représente, parce qu'il n'y a pas que le déséquilibre numérique, il y a dans quelle posture et quelle position sont représentés les hommes et les femmes, et on a tendance à retrouver généralement des positions plutôt d'ambition, de confiance en soi, valorisantes pour les hommes, et de basculer de côté plus douce, soin, voire sexualisé chez les femmes, mais peut-être pas dans l'espace public. Ça peut être comment est utilisé l'espace public par les gens, qui est présent et où, qui se déplace, qui reste dans l'espace public sans en avoir peur, qui utilise les infrastructures sportives. Ça peut être les plaques commémoratives aussi, qui célèbrent des personnes qui ont marqué l'histoire de notre ville. C'est que la ville de Lyon a fait un effort tout particulier pour qu'il y ait réellement beaucoup plus de noms de rues de femmes. Moi, mon ressenti, il est plutôt que le sexisme, il est absolument de partout. Et que dès qu'on met les lunettes de genre, on voit que c'est absolument de partout. On peut le croiser avec tous les autres systèmes de domination qui s'imbriquent les uns avec les autres, en termes de couleur de peau, d'orientation sexuelle, de handicap, et ce genre de choses. Par exemple, il y a très peu de traces de représentation d'homosexualité dans nos rues. On peut aussi parler de violence masculine. Je trouve que c'est intéressant aussi dans les termes qu'on utilise, parce que dans plus de 90% des cas des violences sexuelles, qu'elles soient commises envers les femmes ou envers d'autres hommes, dans plus de 90% des cas, les auteurs de ces violences sont des hommes. C'est pour ça qu'on parle de violence masculine. Et c'est de ça, en fait, qu'on parle quand on parle de sexisme, c'est qu'est-ce que ça nous dit de notre société? Et qu'est-ce qui, dans aujourd'hui la façon dont on est socialisé, dans la façon dont on est éduqué, qu'est-ce qui crée ces violences masculines-là? C'est de dire qu'il y a une éducation à cette violence et une tolérance à cette violence, notamment sur les questions de virilité, où pour un garçon, on va considérer que c'est valorisé de savoir se défendre et notamment d'utiliser la violence pour se défendre, ce qui n'est pas valorisé chez les filles. Et il faudrait que ce soit peut-être, je ne sais pas, un peu plus valorisé, ou en tout cas qu'on nous apprenne mieux à se défendre. Le genre, c'est un outil d'analyse de notre société. Une fois qu'on met les lunettes de genre, ça nous permet de voir que la société, elle est construite sur un modèle binaire qui sépare les femmes des hommes, comme si c'était deux entités complètement imperméables et qui se complètent. Tout ça, c'est les discriminations, les violences sexistes, elles sont directement liées aux discriminations et aux violences envers les personnes homosexuelles ou envers les personnes trans. L'hétéronorme, c'est le fait de considérer qu'il y a une forme de sexualité plus naturelle, plus valable, plus légitime que les autres, et de constamment invisibiliser les autres formes de sexualité existantes. Que le genre est à penser, c'est un rapport de pouvoir qui est à penser en lien avec les autres rapports de pouvoir existants dans notre société. On ne naît pas auteur de violence, on le devient.